D'abord, on parle de crypto-monnaie avec cet événement important pour la sphère des adeptes du Bitcoin. Bonjour Louis Tellier. Bonjour. Vous êtes journaliste à The Big Whale, vous allez nous parler donc du halving pour tout vous expliquer. Donc d'abord, le halving, c'est la mise en œuvre concrète de la raréfaction programmée des bitcoins, une mise à jour qui a lieu à peu près tous les 4 ans. C'est ça exactement, c'est le protocole donc, de Bitcoin, à peu près tous les 4 ans, c'est pas exactement tous les 4 ans, mais pour être plus exact, c'est tous les 210 000 blocs. Donc, voilà, une histoire de date. Exactement. Alors, c'est à peu près tous les 4 ans, puisqu'effectivement, un bloc de Bitcoin est miné, c'est-à-dire que les transactions sont mises dans des blocs, on va dire, informatiques, toutes les 10 minutes à peu près. Donc, parfois, ça varie, c'est 8, 9, 11, mais globalement, c'est toutes les 10 minutes. Donc, effectivement, c'est tous les 4 ans que ça arrive à peu près. Et alors, l'idée, c'est que les bitcoins sont limités, donc il faut que de moins en moins de bitcoins soient distribués, que ce soit de plus en plus dur d'en avoir. Oui, alors effectivement, donc, comme vous le savez, on ne sait pas très bien qui a inventé le bitcoin, donc c'est des personnes ou une personne qui sont identifiées via le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Donc on ne sait pas exactement pourquoi, comment ils ont pensé le Bitcoin, mais en gros, le Bitcoin a été pensé, ou plutôt l'émission de Bitcoin a été pensée un petit peu comme celle d'un métal précieux. Donc vous savez que c'est de l'or, souvent on compare le Bitcoin à l'or de plus en plus. En fait, l'émission de l'or est réglementée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le marché tout d'un coup une quantité d'or absolue. Donc pour le Bitcoin, en fait, c'est un petit peu la même chose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette division par deux, mécaniquement, va créer un choc d'offre et de demande à un moment donné. Donc généralement, après le halving, ça arrive 3 ou 4 mois après. De manière générale, c'est toujours arrivé un petit peu comme ça. Et alors, ce que ça veut dire un petit peu pour le marché des crypto-monnaies, c'est que ça entraîne de manière générale un bull run, donc un marché haussier, parce qu'en fait le Bitcoin, globalement les investisseurs s'en servent, parce qu'ils parient sur le fait que ça ne va pas arrêter de monter. Donc, on va changer votre micro. Donc le halving, donc pour rappeler, c'est donc une division par deux de la rémunération des bitcoins. Donc les mineurs qui pour le même travail sont 2 fois moins rémunérés. Donc les mineurs pour décrypter en fait et pour arriver donc à obtenir des bitcoins, ils sont obligés de trouver des codes. Et donc là, on arrive à ce phénomène de raréfaction. Juste un mot peut-être sur le cours, parce que là on est quand même à des niveaux historiques. C'est anticipé ce phénomène? Alors, c'est-à-dire c'est anticipé par les investisseurs dans ce prix? Comme c'est la 4e fois que ça arrive, effectivement, aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'institutionnels qui s'intéressent au Bitcoin, forcément, on regarde ce qui s'est passé avant et effectivement, là, on a vu… Alors, est-ce que c'est une anticipation? Je ne dirais pas forcément que c'est une anticipation. En fait, c'est dû au fait qu'on a eu donc, la fameuse approbation de ces ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Et en fait, ce que ça a créé un afflux de liquidités vers le Bitcoin. C'est-à-dire que si vous êtes une institution, là, tout d'un coup, vous avez un instrument financier qui vous permet d'investir dans l'actif sans le détenir, donc via les ETF. Donc c'est très intéressant parce que vous savez qu'au niveau de la réglementation, c'est quand même encore très compliqué pour des banques, pour les asset managers un petit peu moins, mais pour les banques ou des institutions plus traditionnelles ou beaucoup plus régulées, ou plus au centre peut-être de l'économie avec plus de responsabilités, c'est encore très compliqué de toucher le Bitcoin. Donc effectivement là, la hausse du Bitcoin est intervenue avant le halving. C'est pour ça qu'on dit que peut-être il y a une anticipation. Il y a quand même débat parce qu'il va quand même y avoir un choc d'offres et de demandes qui, de toute façon, mécaniquement arrive 3 ou 4 mois ou 5 mois, enfin quelques mois après le halving. Donc la grande question, c'est de savoir effectivement quel sera le montant de la hausse. Et effectivement, comment on pourra expliquer ce choc d'offres et de demandes? Le marché va se figer en quelque sorte, il y aura moins de bitcoins en circulation, on va vouloir les garder plus précieusement? Exactement. Alors vous avez 2 phénomènes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les fonds de pension, certaines banques centrales s'intéressent en fait à l'achat de Bitcoin. Donc aujourd'hui, vous avez des potentiels acheteurs qui ont été multipliés et qui ne vont pas acheter 2-3 bitcoins, qui vont acheter des grosses quantités. Donc déjà, il y a ça, c'est quand même différent par rapport au halving de 2020. Et la deuxième chose quand même qui est assez intéressante, c'est qu'effectivement, comme la récompense est en plus divisée par 2, globalement, en fait, les mineurs, pour se financer, vendent les bitcoins. Et ils vendent les bitcoins à qui? Aux plateformes d'échange ou aux market makers. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, en fait, vous avez moins de bitcoins qui arrivent et plus de gens qui veulent acheter, donc forcément un choc d'offres et de demande. Donc c'est pour ça qu'en fait, le prix augmente. Et là, on ne sait pas exactement de combien va augmenter le prix, parce que là, il y a beaucoup plus d'acheteurs et effectivement, il y a aussi un choc d'offres et de demande qui va arriver.
Donc, ouais, wait and see. Mais pour le moment, pour le minage de Bitcoin, ça va poser problème parce qu'ils vont être 2 fois moins rémunérés. Les coûts, eux, vont rester les mêmes. On sait ce que c'est, hein, les coûts d'énergie notamment. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins d'intérêt à miner du Bitcoin? Alors, non, parce que le halving est un phénomène connu en fait, et il y a des mineurs qui sont présents sur le marché depuis 2014-2015. Et en fait, ceux qui ont survécu jusqu'ici savent très bien anticiper ce genre d'événement qui est quand même très timé. C'est-à-dire que la particularité du Bitcoin, c'est qu'on sait exactement quelle quantité de Bitcoin seront minés grâce au protocole qui est réglé comme une sorte d'horloge suisse. Donc, en fait, si vous voulez, c'est écrit, oui. Exactement. Donc, grosso modo, quand même, il y a 2 sortes de mineurs. Il y a les mineurs qui sont gigantesques, qui généralement sont cotés. Et pour anticiper cette hausse, le but du jeu pour eux, c'est d'avoir les machines les plus performantes à l'instant T, parce que eux, ils peuvent mal maîtriser le prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils ont tellement des parcs énormes, donc de machines pour miner du Bitcoin, qu'ils sont obligés de se brancher un petit peu à toutes les sources d'énergie. Et alors ça, c'est un problème parce que vous pouvez mal maîtriser votre coût par rapport à l'électricité sur laquelle vous minez. Donc ça peut être de l'énergie fossile. On le voit, donc le cours du pétrole varie beaucoup, le cours du gaz également. Il y a des fermes qui sont branchées sur des renouvelables aussi, sur des parcs renouvelables. Exactement. Alors, les renouvelables, effectivement, que vous devez vous brancher un petit peu aléatoire. Partout. Voilà, en fait, le meilleur, donc c'est la deuxième catégorie, la meilleure source d'énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc, grosso modo, notamment au Canada, on a construit des barrages hydroélectriques absolument gigantesques. Et alors, on se retrouve avec une énergie qui est produite, effectivement, mais qui n'est pas consommée. Et en fait, les mineurs, donc certains mineurs, se sont branchés sur ces installations électriques pour bénéficier d'une électricité dont personne ne veut, donc à un prix absolument compétitif. Et en plus, c'est de l'énergie verte et surtout, le prix est fixe parce que, grosso modo, il ne va pas du jour au lendemain augmenter soudainement de manière à les mettre en difficulté. Donc ces mineurs-là, grosso modo, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre que les gros qui renouvellent leur parc mettent des machines moins chères sur le marché. Et en fait, les mineurs qui sont branchés à une source d'énergie, avec un prix qui est beaucoup plus stable, en fait, vont récupérer ces machines-là et se disent, bon bah voilà, c'est des machines à bas prix, on n'a pas besoin d'avoir des machines qui minent on va dire à fond les ballons par rapport aux mineurs qui sont cotés. Et alors, la deuxième chose aussi pour les mineurs qui sont cotés, c'est toujours un bon signal quand vous renouvelez vos machines au marché. Et donc, grosso modo, voilà, votre action augmente, tout va bien, les investisseurs sont rassurés, on est reparti pour 3-4 ans avec des machines très performantes. Mais il y a beaucoup de com, donc finalement, mais on voit que c'est un marché qui s'est quand même largement professionnalisé parce qu'au début du Bitcoin, chacun minait aussi parfois dans son garage. Et là, c'est plus réservé aux amateurs. Ah non, mais alors ça, c'est plus réservé aux amateurs, on va dire, depuis peut-être 2014. En fait, si vous voulez, ce que vous avez eu fin 2013 et début 2014, c'est que vous avez le marché qui a voulu rendre plus efficient et se faire plus d'argent. Vous avez donc c'est Bitmain, donc c'est une entreprise qui était chinoise à l'origine, aujourd'hui qui est plus globale mais qui reste tout de même chinoise, qui a effectivement sorti les premières machines qui étaient destinées à seulement miner du Bitcoin. Et à partir de là, en fait, tout le monde s'est doté de ces machines-là qui étaient beaucoup plus performantes qu'un simple PC, parce qu'avant on pouvait miner du Bitcoin avec son ordinateur, c'est-à dire qu'on installait. C'est relativement simple. Effectivement, ça rapportait. Bon, à l'époque, il fallait quand même s'intéresser à la chose. Enfin, voilà, c'était réservé quand même à certains spécialistes. Mais aujourd'hui, effectivement, si vous êtes un particulier, c'est une très mauvaise idée d'acheter votre ASIC vous-même parce que, notamment en Europe, le prix du kilowattheure d'électricité est extrêmement cher parce qu'il y a très peu d'énergie renouvelable qui ne soit pas consommée, qui est disponible. Donc effectivement, on va plutôt aller chercher quand on est un mineur ou même peut-être un particulier, mais investir via une entreprise qui vous permet d'investir dans du minage de Bitcoin, aller chercher peut-être en Islande, au Canada ou dans d'autres pays du monde où il y a des kilowattheures qui ne sont pas consommés et donc une énergie pas chère du tout. Donc on a vu forcément le cours du Bitcoin qui a quand même pas mal monté ces dernières semaines, donc il y avait l'effet ETF Bitcoin, mais est-ce que ça vous semble un marché rationnel ? C'est-à-dire ? Un marché rationnel qui anticipe de manière rationnelle les aléas effectivement d'offres et de demandes. C'est sûr que c'est... Et les événements aussi du monde extérieur. Le Bitcoin a pas mal réagi le week-end dernier à ce qui s'était passé en Israël de la part de l'Iran. Techniquement, la seule chose qui réglemente le Bitcoin, alors c'est les lois existantes vis-à-vis de la fraude et compagnie, mais vraiment ce qui réglemente le Bitcoin, c'est son code. C'est-à-dire qu'en gros, la seule manière qu'on a d'anticiper, c'est, comme je disais, donc le coût de l'électricité. Donc ça, on peut le maîtriser à peu près. Et après, c'est l'émission de Bitcoin. Donc, est-ce que c'est un marché rationnel ? Oui, c'est un marché rationnel. Si vous vous fiez, si vous êtes un spécialiste et que vous avez une solide expérience, c'est un marché rationnel. Donc, effectivement, la seule inconnue,
enfin la seule inconnue, il y en a plusieurs, mais en gros, la grosse inconnue, c'est qui va acheter du Bitcoin et pourquoi les gens vont acheter du Bitcoin. Est-ce que les gens vont y croire, continuer d'y croire à une hausse? Alors aujourd'hui, si vous voulez, il faut voir le Bitcoin comme un actif de diversification et on peut peut-être le mettre dans la même catégorie que l'or. C'est-à-dire que pour peut-être la première fois dans l'histoire de l'économie contemporaine, on a un actif qui permet qu'on peut détenir soi-même et en plus de l'or qu'on peut envoyer à quelqu'un d'autre. Parce que en soi, Bitcoin, c'est quoi? C'est qu'un code informatique. Pourquoi est-ce qu'il y a de la valeur? Parce qu'il y a un réseau qui est sécurisé, c'est-à-dire que si je vous envoie un Bitcoin, en fait, le réseau va garantir que je ne peux pas vous envoyer un doublon ou je ne peux pas le copier. Il y a une confiance, exactement comme dans une monnaie. Exactement. Déjà, techniquement, le protocole est très robuste. La blockchain ne s'est jamais arrêtée, ça c'est quand même assez notable. Et ensuite, effectivement, il y a un consensus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le Bitcoin a une valeur. Et il y a notamment une personne quand même qui a changé beaucoup de choses et qui a dit que le Bitcoin avait de la valeur et qui ne cesse de le répéter quand même depuis plusieurs mois, c'est Larry Fink, le PDG de BlackRock. Donc, en fait, de plus en plus, la finance en fait est constamment en recherche de diversification parce que ça permet quand même d'anticiper, de diversifier ses réserves et en fait le Bitcoin de plus en plus apparaît comme un actif de diversification par rapport à l'or. Donc aujourd'hui vous n'avez pas que l'or pour diversifier vos réserves, vous avez aussi du Bitcoin, un actif qui présente quand même une solidité sur lequel il y a beaucoup d'investisseurs, et pas que les investisseurs, mais de gens en tout cas qui croient à sa valeur. Donc c'est quand même deux caractéristiques qui permettent de donner, comme vous le disiez, de la rationalité au Bitcoin. Et juste un dernier mot, on peut avoir confiance justement dans le livre blanc qui décrit un petit peu tout ce qui va se passer sur le Bitcoin et qui a été écrit par donc, Satoshi Nakamoto, soit une personne, soit un groupe de personnes, mais le fait que le halving va se dérouler comme ça tous les 4 ans, qu'on va arriver à terme à 21 millions de Bitcoin, en fait la question c'est qu'est-ce qui se passera après? Est-ce qu'on va y arriver un jour? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, les mineurs ne toucheront plus de Bitcoin en 2140. Donc, je pense que déjà, alors effectivement, on peut prévoir assez longuement, mais bon, déjà, 2140, il peut quand même se passer énormément de choses. Puis il y a d'autres problématiques, le changement climatique, ces choses. Donc, je veux dire, 2140, c'est assez loin. Pour quand même revenir sur ce que vous disiez, en fait, il faut vraiment voir le Bitcoin comme un actif qui est extrêmement robuste. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, sauf problème technique, ça peut toujours arriver, mais c'est quand même très improbable aujourd'hui qu'il y ait un problème technique sur Bitcoin. En fait, Bitcoin ne fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire que le protocole du Bitcoin est réglé comme une horloge, mais il y a les mineurs qui sécurisent le réseau, qui respectent les règles et qui sont rétribués pour ça. Il y a les nœuds, il y a les utilisateurs. Donc jusqu'ici, en fait, le Bitcoin n'a jamais fait défaut et il faut voir en fait le code de Bitcoin audité par des milliers de personnes qui ont intérêt justement à ce qu'il ne perde pas en valeur. Donc en fait, c'est ça qui fait la force de Bitcoin, c'est la communauté ou en tout cas les gens qui le surveillent, qui entre guillemets veillent un petit peu sur lui. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, effectivement, mais quand même, c'est aujourd'hui extrêmement improbable, parce que c'est fondé sur des règles mathématiques très ingénieuses. C'est quand même extrêmement improbable que le Bitcoin, un jour, il y ait un défaut technique qui mette en péril sa survie ou même son existence. Oui, parce qu'il est décentralisé. Merci beaucoup, Louis Tellier, pour The Big Whale.